Bonjour tout le monde. Nous là? Vous entendez bien au fond? Allez, encore une table ronde et après on aura des bonnes sessions. Pendant qu'on fait la logistique, réénergissez-vous et assurez-nous que vous nous entendez bien. Moi, je veux. D'avoir des hommes forts. Allons-y. Allons-y. So, notre deuxième table ronde ça traite du numérique et l'intelligence artificielle pour réinventer l'éducation en Haïti. Et on va parler du thème d'éducation. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir Monsieur le ministre Augustin Antoine, qui, vraiment, je vous remercie, a tenu à être là en dépit du baïonnisme que Monsieur Michon évoquait plus tôt. Donc, tous mes vœux de rétablissement, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre a beaucoup de casquettes à l'éducation nationale, à la formation professionnelle, aussi à la culture. Et il nous joint en qualité de ministre aujourd'hui, mais son expérience en tant que sociologue, universitaire et aussi activiste politique nous sera extrêmement utile pour éclairer nos débats. Avec nous aussi aujourd'hui, Monsieur Patrick Attier, qui est à l'origine de nombreuses premières en Haïti. Tout d'abord comme cofondateur de l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, il y a 30 ans déjà. Et il a amené en Haïti TEDx, la numérisation 3D, et on a beaucoup parlé d'utilisateurs des IA ce matin, mais Patrick, lui, il est formateur et il est certifié Prompt Engineer et ChatGPT Expert. Je dois aller vite, donc je ne fais pas justice à l'expérience l'expérience entière de tous nos panélistes. Et je passe ensuite en ligne et honneur aux dames à Madame Rania Kassir, qui nous joint de France et du Liban, orthophoniste, docteur en neurosciences cliniques, formatrice en intégration de l'intelligence artificielle génératrice pour les thérapeutes. Et bienvenue, docteur Rania Kassir, et faites-nous signe si vous nous entendez. Merci à vous, merci. Oui, je vous entends très bien. J'ai également avec moi le docteur Claude Calix, docteur en philosophie de l'Université de Lyon, de l'École supérieure de Lyon. Il est professeur de philosophie à l'École normale supérieure Université d'État d'Haïti et il est également directeur du département de philosophie. Il est cofondateur aussi de l'organisation Institution Escolée Livre Ouvert qu'il dirige également. Finalement, toujours en ligne, Monsieur Christopher Siemrakanas, qui est Senior Account Manager for Workforce Partnership à Coursera. Il est responsable des partenariats de Coursera avec le secteur public
Coursera est une entreprise, une organisation qu'on ne présente plus, qui offre de nombreux cours en ligne. J'espère que je n'oublie personne. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le ministre, j'aimerais vous demander la question suivante. Monsieur le ministre, l'intelligence artificielle est un séisme comparable à l'apparition de l'informatique il y a environ 3 décennies. En prenant compte des contraintes que nous savons tous en Haïti, comment le système éducatif a-t-il déjà, à l'heure d'aujourd'hui, pris en compte cette nouvelle nécessité? Bonjour. Alors, je voudrais en tout premier lieu féliciter les organisateurs de cet événement parce que j'estime qu'il s'agit d'un événement important pour le pays, pour l'éducation, pour l'école. Et je constate que dans cette salle, il y a une variété de publics. Il y a des jeunes, des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, des autorités de l'État. Donc, c'est vraiment un événement qui est venu après nommer. Je vais m'adresser au public en créole. Et avant de répondre à une question, une question posée en amont, comme préalable. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est l'expression d'un nouveau cadre sociétal ou l'intelligence artificielle annonce l'arrivée d'un nouveau cadre sociétal? Évidemment, c'est une question éminemment sociologique parce que depuis les sociétés traditionnelles, le modèle villageois, le modèle communautaire, on est passé par la société industrielle, marquée par l'avènement de la machine-outil, où avant, ce que 100 millions d'hommes pouvaient faire en 100 ans, la machine le faisait en un mois. Et à l'intérieur même de la société industrielle, on est passé à la société post-industrielle ou post-moderne. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle inaugure un nouveau cadre sociétal ou est-elle l'expression d'une nouvelle société? Et par là, comment l'intelligence artificielle peut aider l'éducation? Alors, en tant que ministre de l'Éducation nationale, question ça a intéressé. Pour qui ça? Actuellement, on a préparé pour nous organiser l'examen d'État. 9e année, École normale d'instituteurs, éducation familiale, NS4, le baccalauréat. Comme statistique, moi j'ai gagné 187 413 candidats pour 9e année. Et moi j'ai gagné 118 000 élèves pour NS4. Chiffre ça a interpellé au plus haut niveau parce que si je gagne 2 millions de personnes qui rentrent dans le système, pour ces 187 000 seulement qui arrivent dans NS4, élèves NS4, c'est des gens âgés de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Si on gagne 17 ans, c'est des surâgés. Donc, c'est un désastre. C'est une catastrophe pour le pays. Son désastre parce que nous avons bon si monde âgé 13 ans, 14 ans, 15 ans nous laguer dans la rue, soit ils quittent l'école avant l'heure, soit ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de papa pour accompagner ou quitter dans la route, qui sont constatés. Crise insécuritaire est provoquée par violence gangio. À chaque fois la police tue 10 gangs, il y a 20 qui paraissent, il y a 30 qui paraissent parce que nous avons produit une industrie qui a des gangs.
l'école là campé dans la route, ça va dire personne rien. C'est le ministre là qui parle avec vous. C'est-à-dire, question, est-ce que c'est problème pédagogique? Est-ce que c'est une question d'apprentissage? Est-ce que c'est question orientation, éducation, l'école là? Mais c'est une question centrale. Centrale à plusieurs niveaux. Et au premier niveau, système éducatif par nous en Haïti, c'est privé à payer, les familles payent la 85%. L'État ne prend en charge que 15% de l'offre éducative. C'est familles qui ont dépensé l'argent, qui ont payé pour tout le monde. Donc je dis à qui soit constaté, 3 familles haïtiennes dans la pauvreté. Parce que l'école prend toute comme famille haïtienne. Et puis on banne si moun lague dans la rue, nous pas jamais chercher connaître ça au devenu. Qui moun yo yé, côté yo yé. Moi dis ou moi répéter ou. Nous avons 2 millions de moun qui entrent dans le système non, c'est 187 000 seulement qui arrivent dans l'hiver année. Et dans 187 000 là, il y a un groupe qui ne peut pas prendre l'examen, soit ou pas payer l'école là, ou pas le fiche. Soit il y a un problème dans le quartier, ou pas jouer siège, il y a des facteurs qui font donc, si il y a 120 000 qui passent, c'est une victoire. Et puis en bout de ligne, il y a 118 000. Donc, question, est-ce que l'intelligence artificielle a aidé nous à améliorer l'éducation, la formation des enseignants, révolutionner le système d'apprentissage, révolutionner la pédagogie? Question ça, liée à la fois et d'ordre philosophique, parce que je me pose une question d'amont, est-ce que l'intelligence artificielle a ouvert un autre cadre sociétal? Si l'ouvre, c'est une partie de l'hypothèse que l'intelligence artificielle a annoncé une nouvelle forme de société, côté technologie, de plus en plus en concurrence avec nous, avec l'intelligence nous, parce que l'intelligence artificielle elle est plus vite que nous. Donc, à ce moment, il faut nous poser pour nous garder comment nous avancer pour nous changer l'éducation. Moi, j'étais temps de intervenants avant moi, tu as parlé. Approche innovatrice, l'intéressant, mais c'est des approches individuelles. C'est des initiatives individuelles. Tant que les jeunes qui parlé là. Il faut qu'il y ait une approche macro-sociétale, macro-sociale. En clair, il faut qu'il y ait une véritable politique publique, tant qu'on intervient avant moi, de la question. Parce que toute étape avant, révolution industrielle, révolution cybernétique, nous ratons tout. Moi, je me rappelle, les téléphones cellulaires rentrent en Haïti, et où tu as gagné première compagnie, comment les mêmes comme celle qui t'a testé là, tout m'a regardé qui ça lié, est-ce que nous allons rentrer dans ça? Et puis je dis là, où il y a environ, comme il y a près de 4 millions de gens qui ont un téléphone cellulaire, il y a qui ont 2, et Gisèle il y a près de 3 700 combien mille. Nous 12 millions de monde, tant que Saint-Domingue, tant que Cuba, et Haïti c'est parmi les pays qui ont plus de téléphones cellulaires. Mais les téléphones pas nous en panne, qui sont rangés? Ce sont jeunes qui sont dans le quartier qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas de question. C'est les nous avons 2500 gouttes, donc 3000 gouttes pour ranger le téléphone. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'intelligence artificielle là, effectivement, il a aidé nous à améliorer l'éducation, poser question au système d'apprentissage sans pas entrer dans la compétition avec la pédagogie. Et gagner un auteur qui est Richard Culata, qui est une petite phrase. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un bon enseignant, mais un enseignant qui utilise l'intelligence artificielle pourrait bien remplacer celui qui ne l'utilise pas. Je dis effectivement, tant qu'on est, une crise de l'enseignement, une crise de la pédagogie, parce que le système traditionnel d'apprentissage là, il campe un côté bloqué. Avec téléphone élève là, parfois il dit pas besoin de professeur.
sous net là, je viens tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle là pour le servir l'éducation. Oui, moi-même comme ministre, il faut me favoriser dans l'école, tablettes numériques, technologie, mais gagner tout on marque un système de mise en place que l'État prend, que l'État, le gouvernement prend parce que l'initiative là, si c'est des débat individuel, ou pas la même polarisation, monde rural et monde urbain, et famille aisée, famille pauvre, et intelligence artificielle là, la plus créer disparité dans l'école là que. Donc, il faut aller vers une formalisation des programmes, repenser le curriculum, repenser le système d'apprentissage, innover là-dedans, et c'est dans le bagage ça, nous y est là. Une façon pour résumer la question, non, ballon, et il faut nous pas copier l'intelligence artificielle. Nous avons fait l'autre côté, nous avons fait tout. Nous avons parlé d'intelligence artificielle, nous avons cherché ça lié, qui ça l'introduit, comme variable, comme mode de gouvernance, comme rapport au temps, comme rapport à la nature, comme rapport à la production. À la production. Il faut intégrer l'intelligence artificielle là parce que à chaque modèle sociétal correspond au mode de production. Société communautaire, il y a un type de production. Société industrielle, là, il y a un type de production. Société féodale, là, il y a un type de production. Société postmoderne, il y a un type de production. Donc, l'intelligence artificielle, là, force son réflexion macro-sociale, une réflexion systémique, en même temps tout, qui prend en compte particularité Haïti comme société sous-développée, arriérée et archaïque. L'école pas nous comme l'école, tout pays a quitté nous dans la région et nous qui bon dernier. Comme l'école qui doit adapter à notre environnement caribéen latino-américain et on l'école qui a dressé, ça veut dire la place de l'éducation dans le développement de la société. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu mon propos. Je me suis exprimé en créole, permettre à tout le monde de mieux comprendre. Donc, si vous avez des questionnements, je demeure à votre disposition. Monsieur le ministre, un grand merci. Vous mettez l'accent sur l'intégration et cette notion de complémentarité de l'intelligence artificielle et vous nous encouragez à réfléchir à ce que veut dire la production. Est-ce que veut dire l'éducation pour la production dans une société postmoderne ou post-IA? Alors, vous l'avez dit, 15% de l'éducation est peut-être attribuée à l'État en Haïti. Donc, je me tourne vers un secteur de l'éducation maintenant qui est complémentaire de l'État. Monsieur Attié, vous avez depuis de longues années été aux avant-postes de l'enseignement de l'informatique en Haïti avec de grands succès. Donc avec l'École supérieure d'infotronique d'Haïti et d'autres initiatives. Alors, une question un peu très large. Pour vous, l'IA, ça change quoi? Merci Sylvain, merci au groupe Croissance d'avoir organisé cet événement et de nous avoir invités. Je tenais à le dire. Alors, la question, ça change quoi? Je vais mentionner peut-être 5 changements importants, ou bien peut-être changement d'état d'esprit et d'approche qu'on doit avoir pour pouvoir aborder ce genre de choses. La première chose que je vois, c'est que nous avons eu d'abord l'avènement du micro-ordinateur. C'était une disruption majeure. On a dit que les gens pourraient travailler mieux, plus vite, etc. On a eu l'avènement de l'Internet et des contenus sur Internet. On a dit maintenant que tous ces gens-là ont accès à ces contenus, à très bon marché. Ils vont devenir plus intelligents, intellectuellement plus compétents et développer de nouvelles compétences. On a eu le smartphone, qui en a rajouté un petit peu. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle. Il y a une différence avec l'IA, c'est que l'IA, c'est un humain qu'on peut considérer moins intelligent que nous, mais c'est un humain. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne un peu comme l'humain. C'est un petit cerveau
Mathias Pierre l'a dit tout à l'heure, Franz Matthias, pardon, l'a dit tout à l'heure, ce sont des réseaux neuronaux qui sont derrière, donc il va se comporter en grande partie comme un cerveau humain, on peut toujours débattre, moins bon, meilleur, plus intelligent, etc. Et donc, ce cerveau humain, c'est un petit peu comme si on avait un humain près de nous, qui est une machine, en fait, qui a l'apparence d'une machine, mais qui sait tout. Je mets ça entre guillemets, bien évidemment. Et ceci évolue à une vitesse exponentielle. On l'a dit récemment, ChatGPT a sorti 24 nouvelles versions de GPT en 24 mois. En gros, un par mois. On n'a jamais vu ça avec l'Internet, on n'a jamais vu ça avec le micro-ordinateur, avec le smartphone, etc. Et ce n'est qu'un exemple parmi les autres, parmi les compétiteurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le changement par rapport à la question de Sylvain, c'est qu'on doit réfléchir à comment on va aborder ça. On doit maîtriser de nouvelles compétences qui évoluent de plus en plus vite et on doit être capable d'apprendre de plus en plus vite, sous peine d'être largué très rapidement. C'est infernal, c'est injuste, mais c'est une réalité aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, et là encore tout à l'heure Franz Matthias l'a mentionné, je crois Guy Etienne, on est en train d'entrer dans l'ère de la question plutôt que l'ère de la réponse. Quand on utilise Google, les moteurs de recherche, on utilise tous Google et d'autres moteurs de recherche depuis des années, qu'est-ce qu'on fait? On rentre des mots-clés dans la petite fenêtre où on pose nos questions et on a des réponses. On va se concentrer sur les réponses, les premiers documents qui apparaissent, qui sont en général les plus pertinents, qu'on va consulter, etc. Avec les IA d'aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur la question que sur la réponse. Si la question est mauvaise, la réponse qui sera donnée sera générique, dans le meilleur des cas, ou mauvaise, dans le pire des cas. Donc, ça nous amène à une chose, à développer aujourd'hui, et c'est une compétence qu'on doit intégrer le plus vite possible dans nos cursus, et ça c'est du court terme, c'est l'ingénierie du prompt, c'est-à-dire l'art de parler à l'IA. Cette compétence, les jeunes doivent l'avoir, les moins jeunes doivent l'avoir, les vieux doivent l'avoir. C'est une compétence qui est non technique. On ne parle pas d'informaticien, de développeur, on parle ici d'une compétence non technique. Et cette compétence doit être enseignée le plus tôt possible. Et elle nous amène à une autre chose. Et vous vous rendez compte, vous utilisez pour la plupart d'entre vous ChatGPT par exemple, sur une base régulière, vous vous rendez compte que pour obtenir des réponses, je dirais, actionnables, comme disent les Américains, vous devez écrire des prompts, souvent très complexes. Parce que sinon, vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez. Très souvent, vous allez entendre des gens vous dire « Ah oui, mais l'IA, ça ne marche pas bien, j'ai posé une question, je n'ai pas eu ce que je voulais. » En général, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas répondre, c'est parce que le prompt, la question, le cahier des charges que vous lui avez soumis n'est pas suffisamment détaillé, pas suffisamment contextualisé, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième chose, le prompt engineering comme compétence aujourd'hui à acquérir le plus vite possible par tout le monde, je dirais. La troisième chose, c'est que vous avez aujourd'hui les IA les plus puissantes, elles ont à peu près 1,75 trilliard d'interconnexions neuronales, c'est-à-dire entre ces neurones artificiels qui sont dans les machines, il y a un peu moins de 2 trilliards, c'est-à-dire 2000 milliards d'interconnexions neuronales. Notre cerveau fonctionne comme ça. Si vous regardez un scan du cerveau, vous allez voir là c'est la zone de la vision, là c'est la zone de la parole, ce sont des réseaux neuronaux qui sont interconnectés entre eux. Les IA fonctionnent de la même manière. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que GPT-4o, par exemple, a un peu moins de 2 trilliards d'interconnexions neuronales. Le cerveau humain a plusieurs centaines de trilliards d'interconnexions neuronales. Donc imaginez ce qui va arriver lorsqu'on va passer à 10 trilliards, 20 trilliards, 50 trilliards, 100 trilliards, ce que ces machines vont être capables de faire. Et ce sont des limitations technologiques qu'on a aujourd'hui pour le faire. Donc ça m'amène à une autre chose, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent en général. Et aucun pays ne se développe, n'a de développement économique ou autre, sans qu'on ait des laboratoires de recherche bien équipés avec des gens compétents à l'intérieur. Haïti est en manque de ce côté-là. Vous prenez l'exemple, j'adore prendre l'exemple d'Israël, je le prends chaque fois que j'en ai l'occasion. Israël, c'est 9 millions d'habitants, 0 ressources naturelles. Comme Haïti, 9 millions d'habitants à peu près, on va dire le même ordre de grandeur. Vous avez, pour 9 millions d'habitants, vous avez 8000 chercheurs.
dans les domaines scientifiques par million d'habitants. Ce qui veut dire que vous avez 8 fois 9, 72 000 chercheurs sur le territoire israélien. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont la deuxième Silicon Valley de la planète, qui correspond à un énorme pourcentage de leur PIB. Donc si vous retirez la Silicon Valley israélienne, le PIB baisse de 20-30% en Israël. Je ne vous parle pas de l'Estonie, je ne vous parle pas de la Corée du Sud. Ce ne sont pas des pays qui regorgent de pétrole ou de choses comme ça. Donc ce sont des pays qui se sont développés uniquement avec le savoir. Je vous mets au défi de me donner un exemple de pays qui s'est développé sans avoir des infrastructures de recherche, sans avoir des chercheurs compétents en quantité suffisante pour pouvoir résoudre ses propres problèmes. Donc ça, c'est la troisième chose que je voulais mentionner. Et à ce titre, justement, nous avons, en collaboration avec le docteur Kassir et l'université Quisqueya, et je voulais saluer le travail d'Anouk Eval, directrice d'Innoved à l'université Quisqueya, et le docteur Bénédicte Paul, nous avons développé un cours sur l'utilisation des IA génératives pour la méthodologie de la recherche. Nous avons déjà enseigné ce cours à un premier groupe, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, le docteur Calixte en faisait partie. Donc, on est un peu, je dirais, et ce n'est pas pour nous vanter, un peu à l'avant-garde par rapport à ça. Vous ne trouverez pas de cours, ou pas beaucoup, en tout cas, de cours sur l'utilisation des IA génératives pour la recherche. Donc, je ne cherche pas à faire de la publicité, mais c'est pour dire qu'il se passe des choses, quand même, un peu partout en Haïti. L'autre chose donc, que ça fait ressortir, c'est que plus que jamais, on a besoin de gens qui ont un excellent esprit critique. On a besoin de gens qui ont un excellent esprit logique. Et de gens qui ont une capacité d'abstraction, c'est-à-dire de conceptualiser des choses qui sont abstraites. Et ça nous manque énormément. Donc, aujourd'hui, ces compétences, on doit les acquérir le plus tôt. Je dirais que dans les plus petites classes, c'est plus important d'acquérir ces compétences que de faire de la technologie. Parce que ceux qui ont ces compétences s'approprient la technologie très vite, plus vite que ceux qui ont passé leur vie sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, mais qui n'ont pas acquis ces compétences. Donc ça, c'est un des éléments. Et la beauté de la chose, c'est que les IA génératives peuvent constituer des interlocuteurs pour nous entraîner à ce genre de choses dès les plus petites classes. Et je terminerai avec deux autres éléments qui apparaissent, qui changent aujourd'hui, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Vous le savez, qui est un domaine chaud, je dirais, quand même, en Haïti. Les IA génératives font apparaître de nouvelles menaces. De nouvelles menaces, on en parlera dans l'atelier plus tard, mais qui impliquent de réfléchir un petit peu à comment, par exemple, si vous demandez à une IA générative comment fabriquer de l'anthrax, elle va vous dire « Oh non, non, moi je ne vais pas répondre à cette question, on m'a interdit d'y répondre. » Comment des hackers, je dirais spécialisés dans les IA génératives, peuvent contourner ces mécanismes de défense pour amener l'IA à répondre à la question. Et il va utiliser des techniques, vous savez qu'aujourd'hui, parmi les meilleurs hackers pour l'IA, ce sont des psychologues, ce ne sont pas des informaticiens ou des analystes de données ou autres, ce sont des psychologues. Ce qui nous montre que quand même, on a un petit humain en face de nous avec lequel on est en train d'interagir. La dernière chose, et je terminerai là-dessus, sur la partie légale. Nous sommes confrontés à deux cultures. La culture européenne qui légifère sur tout, la culture américaine, je ne dis pas qui légifère sur rien, mais en tout cas qui débride complètement. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. On parle beaucoup d'éthique, d'inclusion et de toutes ces choses-là. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi là-dessus bien avant nous et qui ont développé des cadres. Est-ce que nous allons réinventer la roue ou bien est-ce que nous allons nous approprier ces cadres pour aller plus vite? Des centaines de millions de dollars ont été dépensés dans le développement de ces cadres, notamment en Europe. Nous devons aller très vite et nous devons nous concentrer beaucoup plus aujourd'hui, je crois, sur la maîtrise des outils. C'est un peu comme partir à la guerre, maîtriser les armes, il faut savoir les utiliser, plutôt que passer notre temps à discuter d'éthique, d'inclusion. C'est important, bien évidemment, mais nous pouvons en discuter aujourd'hui toute la journée. Dans 10 ans, on parlera encore de la même chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je repasse la main à Sylvain. Merci Patrick. Alors, merci Patrick. Donc, vous nous rappelez que cette révolution vient à la queue de nombreuses révolutions dans les dernières décennies, que ça va de plus en plus vite et que d'ailleurs on va avoir une table ronde très rapide parce que les machines vont nous rattraper.
vous nous encouragez à développer ce qu'on appelle la capacité du prompt, que non seulement il nous faut ces capacités au niveau basique des étudiants, des élèves, mais que la recherche doit suivre et qu'on ne peut pas se dispenser de la recherche. Hier, avant-hier, aujourd'hui, mais surtout demain, il nous faudra de la recherche dans ces domaines et dans d'autres pour atteindre la souveraineté numérique qu'évoquait le ministre Alfred Metellus. L'esprit critique va être extrêmement important, la faculté d'abstraction, et ça s'apprend. Et finalement, vous nous encouragez à, bien sûr, s'interroger sur l'outil, mais d'abord le maîtriser, puisque tous les intervenants du matin nous ont dit que cette révolution est inéluctable. Je me tourne maintenant vers Dr Rania Kassir. Dr Rania, vous nous apportez un éclairage encore différent, puisque vous formez des adultes et vous formez des professionnels. Donc, ma question est la suivante. Vous avez appliqué l'IA dans des domaines nouveaux tels que l'orthophonie, la thérapie et d'autres secteurs, et vous avez formé des professionnels. Quelle réflexion avez-vous sur l'application à ces domaines inattendus de l'IA et sur la formation des adultes professionnels et leur perception d'adaptation? Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, sur tout ce qui est génératif, j'ai eu la chance en fait de former donc un peu partout dans le monde. On a commencé au Liban, ensuite en France, en Belgique, en Luxembourg, au Canada, les pays arabes aussi, un peu l'Inde et un peu l'Australie, notamment des thérapeutes à utiliser l'IA générative dans leur pratique. Donc, ça a débuté un tout petit peu, là, il y a bientôt 2 ans. C'était vraiment quelque chose de nouveau, surtout dans un domaine comme le nôtre, où l'utilisation de l'IA est peu familier. Euh, donc, que ça soit l'orthophonie, la psychologie, la neuropsychologie, l'ergothérapie, l'orthopsie. Euh, donc, tous les thérapeutes qui travaillent dans le domaine paramédical. Ces applications, à la base, peuvent sembler inattendues, mais elles répondent à des besoins très concrets et donc permettent de façon très différente, donc notamment d'améliorer l'efficacité des soins, de personnaliser les approches thérapeutiques et même d'alléger la charge cognitive des professionnels. Et là, on est en train de parler des IA qui sont dites générales, donc que ça soit ChatGPT, Gemini, le chat, etc., etc. Euh, donc, on est dans cette logique, donc d'un point de vue conceptuel, cela s'inscrit dans une logique de co-agent cognitif. Donc aujourd'hui, l'IA ne remplace pas, donc les thérapeutes ne remplacent pas l'humain, parce que à la base, lorsqu'on va voir un thérapeute ou donc que ça soit donc un psy ou une ortho ou donc chez le kiné, ben il y a le contact humain, il y a cette empathie qui est très importante et qu'on va chercher aussi. C'est pas juste en fait la thérapie qu'on cherche. Donc, on cherche en fait cette logique, on est dans cette logique de co-agent cognitif dans la formation qu'on propose et que l'IA est là pour assister, augmenter les capacités d'analyse, que ce soit au niveau du diagnostic par exemple, de synthèse ou encore de création de matériel et d'outils aussi au niveau de tout ce qui est donc contenu de formation et contenu éducatif aussi, parce que les thérapeutes aussi font partie non pas seulement des cliniciens, mais ils forment aussi les futures générations de thérapeutes. Donc aujourd'hui, l'IA générative, donc je vais précisément parler de l'IA générative, pas juste de l'IA, vu que l'IA existe depuis un bon moment, mais ce plein booming, c'est grâce à l'IA générative principalement. Dans les domaines, donc tout ce qui est paramédical, permet donc déjà de concevoir des outils utiles pour réduire en fait les tâches administratives. Et ça c'est quelque chose donc qu'on l'utilise peut-être nous tous. Il y a aussi en fait au niveau de l'aide à la rédaction des bilans et des rapports et des diagnostics. Donc imaginez aujourd'hui qu'on peut donc en promptant de façon
un peu poussée. Donc, formuler les demandes avec l'IA, de pouvoir avoir l'IA comme agent qui va vous aider pour poser le diagnostic. Donc, il ne va pas poser le diagnostic à votre place, mais il va émettre des hypothèses diagnostiques et va vous aider donc à poser le diagnostic. Donc, imaginez quelqu'un qui est en train de réfléchir avec vous, une équipe de thérapeutes, d'experts qui est en train de réfléchir avec vous sur le même cas. Donc cet élément-là est vraiment un gain très intéressant, parce que souvent on tombe sur des maladies rares ou encore dans des cas qui sont assez délicats et que le diagnostic n'est pas très clair. Donc avoir cette assistance aide énormément au niveau de la précision du diagnostic. Bien évidemment aussi sur tout ce qui est création donc de les suivis de patients, les tableaux de progrès, ou encore au niveau donc de la formation initiale notamment, que ça soit. Docteur Rania, nous vous avons perdu un moment. Et quand le lien revient, on reprendra. Mais je vais simplement insister sur le fait que vous nous présentez des exemples très concrets de cette complémentarité dans l'utilisation concrète et sur la production de contenu et l'utilisation des agents. Donc, vous êtes de nouveau en ligne. Finissez votre propos. Merci, docteur Rania. On vous revient avec une seconde question dans un moment. Et je me tourne maintenant vers le docteur Claude Calixte, qui complémente la grande diversité de ce panel et qui nous vient d'un secteur qui n'est pas technique et qui, au contraire, est plus dans la direction des lettres et de la réflexion éthique dont on a parlé. Alors, qu'est-ce que fait l'IA dans vos domaines, par exemple avec vos étudiants qui sont peut-être moins attirés ou compétents par hypothèse, et quels sont les cadres éthiques, par exemple, qui peuvent déjà s'appliquer, les cadres que Patrick évoquait? Bon, et c'est difficile pour moi de répondre comme ça, c'est difficile de le dire, parce que, en fait, le département de philosophie dont je fais partie pour l'instant, on ne décide pas encore définitivement sur l'IA. Et moi et mes collègues, nous sommes en phase de discussion pour savoir comment l'intégrer. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de positivité en ce qui concerne notre représentation de l'IA. Maintenant, si je dois répondre à cette question de manière tout à fait personnelle, et en termes de perspective, et même en sciences humaines et particulièrement en philosophie, je réalise que, bien entendu, après la formation que j'ai eue avec M. Adieu, parce que j'étais un peu indifférent par rapport à cette question, je réalise qu'on peut faire beaucoup de choses et que mes étudiants peuvent utiliser l'IA pour s'entraîner. Et par exemple, j'enseigne des cours de méthodologie philosophique. Et cette année, je fais cette expérience, cette découverte en travaillant de manière individuelle avec une étudiante, et j'ai réalisé une difficulté, laquelle était son impossibilité de passer par exemple, d'un récit, et si par exemple on prend, disons, d'un récit philosophique à la formulation d'une idée ou bien d'une problématique philosophique. Et moi, je lui ai proposé des exercices. Mais après cette formation, je me suis dit, mais maintenant, comment formaliser ça? J'ai fait des prompts à l'IA, juste pour voir ce qu'on va me proposer. Vous savez ce que moi-même je fais après? J'ai demandé à l'IA de me donner des récits et que moi-même je vais transformer, et puis ensuite je vais rendre, juste pour qu'elle me donne son appréciation. À partir de ce moment, je me dis, et je peux motiver
mes étudiants à faire la même chose quand il s'agit de faire la synthèse d'un texte, quand il s'agit de déterminer la thèse, quand il s'agit de présenter l'étape de l'argumentation. Certes, on les apprend, mais ils peuvent continuer à apprendre par eux-mêmes. Donc je trouve que ça, c'est fondamental. Et l'autre chose que je peux dire sur cette question, il y a des doutes, il y a des peurs. J'ai fait beaucoup d'objections à M. Attier lors de la formation. On a eu entre nous aussi trouvé des idées qui seraient des solutions par rapport à la peur de l'IA, plagiat, etc., des questions éthiques. Mais dans des discussions avec mes collègues dans le département de la philosophie, et pour voir comment l'année prochaine on va beaucoup plus s'engager dans cette question avec les étudiants, progressivement on n'a plus peur de l'IA, on n'a pas peur des cas de plagiat parce que non seulement on comprend que ce n'est pas trop difficile à déterminer quand il y a plagiat, mais on comprend aussi qu'il y a beaucoup plus à gagner que cette surveillance policière, si je peux le dire ainsi. Et vous me permettez, parce que je ne suis pas seulement là pour l'école normale supérieure, et je préfère vous parler un petit peu, comment je peux dire, une autre préoccupation que nous avons par rapport à l'école primaire. Et sur ce point, je vais être anecdotique. Et je vais commencer par une position un petit peu plaidoyer. Et tout à l'heure, il était très difficulté pour lire dans l'école moyenne parce que en fait, c'est un créole qui est dans un français. L'école moins fondée, c'est institution et scolaire livre ouvert. Et moi, bien content, le ministre l'a dit tout à l'heure que il parle créole pour tout le monde comprendre, parce que c'est dans l'esprit ça, nous fondé l'école ça en 2015, pour nous scolariser Timonio en créole sans non pas entrer dans gourmet contre aucune autre langue. Déjà, projet l'école noire, c'est une école qui fondée sur langue maternelle avec une perspective multilinguiste. Pourquoi nous disons perspective multilinguiste? Parce que la situation géographique et politique à Haïti fait que la question multilinguiste est une problématique tout à fait naturelle. Parce que depuis que je lycée, j'ai l'habitude de dire, son chien enragé prend courir derrière nous là, nous avons deux options. Plonger dans la mer, d'abord dit, l'école en Haïti, il doit montrer tout le monde nager, et puis traverser les frontières, Focodi, Buenos Dias, como estas. Ça veut dire, un petit haïtien. Là, il ne parle pas créole, il doit parler espagnol. Et puis, rapport nous avec l'anglais, nous pas besoin d'argumenter. Concernant le français, même avec de l'indépendance, il écrit en français, grand œuvre haïtien produit, il écrit en français, histoire non écrit en français. Mais il y a un bagage qui est sûr, langue maternelle, c'est de capoter nous et de nous marcher. Et c'est lui qui servent des outils pour l'autre langue. C'est dans la perspective ça nous lancer l'école. L'intelligence artificielle, là, nous sommes capables de l'imposer. Ça s'impose. Et nous avons plusieurs exemples pour nous montrer que ça s'impose à travers l'école. Moi, j'ai un petit malin, par exemple, qui paraît me faire lecture et projet l'écrivain, qui écrit tout le temps. Chaque jour, il a le travail, il ne prend pas le livre, mais il prend le cahier pour l'écrire. Ça arrive rapidement qu'il y a des difficultés en orthographe français. Dans ses devoirs à la maison, quand il s'agit d'orthographe, le petit malin il utilise un téléphone ou bien une tablette vocale sur Google, par exemple, effort. Il n'a pas besoin d'apprendre comment il écrit effort, depuis le prononcer effort, la jeune orthographe là, il n'a pas besoin qu'on ait est-ce que il y a accent circonflexe sur il, parce que il n'a pas besoin étudier les principaux en série de mots surmontés d'un accent circonflexe, comme moi j'ai appris au lycée. Donc, la prononcer. Mais ça arrive quoi? Ça arrive que pour ces devoirs de maison, il pral gagner 10 sur 10. Si qu'on y a dans l'école, il y a 40 élèves dans la classe, pas gagner pédagogie différenciée, qui c'est un combat mené à côté de questions langue créole, c'est dans fin trimestre là, ou bien dans fin période là, il pral gagner 3 sur 10 pour orthographe et laisse ça enseigner après, parce que les devoirs qui arrivent de la maison, ils sont toujours bien faits. Donc,
premièrement, regardez ce qui passe. Si l'école n'a pas d'intelligence artificielle, la CAE a une intelligence artificielle, donc un déphasage. L'autre expérience nous fait sur question ça, un élève vient contre un collaborateur dans l'école pour poser une question. Et puis monsieur dit, mais un tel, il y a internet là, il y a une tablette, il y a un ordinateur, à regarder sur l'ordinateur. Et puis, il m'a raconté cette histoire après la formation et que j'ai eu quand j'ai commencé à dire, il faut que nous prenions la question intelligence artificielle là. En compte, il dit, professeur Claude, élève yo gen tan mette intelligence artificielle sous tablette, yo m'pas connaît. C'est l'aime raconter, c'est l'aime dit élève ça sur intelligence artificielle yo et sous internet et puis l'autre élève yo menel sous intelligence artificielle. Ça veut dire dans l'école pendant que nous-mêmes nous pouvons commencer sur intelligence artificielle là, intelligence artificielle là dans mes élèves yo. En conclusion, ce qu'on peut dire par là, c'est que l'intelligence artificielle s'impose. Tous ceux qui sont indifférents par rapport à cette imposition ne vont pas en tirer profit, mais plutôt ils vont en subir les conséquences. L'autre bagaille nous capable de souligner dans la question ça, et bien content et que panélistes avant yo dit intelligence artificielle dans parler créole, ça veut dire et un projet de scolarisation en créole lit tout en phase sous question langue avec ça. Mais toute question fondamentale sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, on prend soin pour me souligner ça, l'idée dépend de cohérence projet pédagogique là. Si pas un projet pédagogique cohérent, nous ne sommes pas capables de profiter de l'intelligence artificielle là, j'en souhaiter profiter là. En pile monde kounya y a demandé yo qui gens intelligence artificielle là ka améliorer conditions de travail, conditions d'apprentissage yo et surtout aider élèves yo de manière individuelle. Mais faudrait-il bien que l'école yo ait un projet pour yo faire accompagnement individuel. Pendant longtemps dans livre ouvert nous a travaillé sur question ça et nous rencontrer l'autre partenaire là-dedans, il y a une question qui toujours posé nous, il dit non, ou même classe yo gen 12 élèves au café et pédagogie différenciée et classe qui gagne 50 élèves yo. Intelligence artificielle là maintenant il a porté pour classe qui gagne 50 élèves yo parce que rapidement nous capables de des dossiers de suivi avec intelligence artificielle là. Sauf que m'a terminé sur ça. Et ça pas veut dire son boulevard ou bien son fleuve qui a coulé de manière douce, pas de difficulté. Il y a une question, mais espérer quitter nous avec lui, c'est question de responsabilité. C'est comment l'intelligence artificielle aide nous pour nous accompagner les gens, élèves nous, et même l'autre monde, pour nous gagner des hommes et des femmes qui sont de plus en plus responsables les uns envers les autres. Merci, docteur Calixte. Donc, des écoles, des écoliers jusqu'à vos doctorants, il y a des applications de l'intelligence artificielle. Je me tourne maintenant en ligne vers monsieur, avec monsieur Christopher Senras, qui est donc avec Coursera. Coursera n'est plus à présenter. Coursera a initié de nouvelles manières d'apprendre avec les cours massifs en ligne dans des dizaines de langues. Il y en a des milliers. Il n'y a pas encore en créole. Et ces cours en ligne s'adaptent bien à un monde où les nouvelles compétences sont requises de manière très fréquente et où peut-être l'enseignement traditionnel n'est pas adapté et n'évolue pas assez rapidement. Et donc ma question à Christopher, comment Coursera s'est-il adapté et que disent vos étudiants? Donc Christopher, you're online, I suppose. Coursera has inaugurated MOOCs, Massive Online Open Courses. Many of them are available online, not yet in Creole.
but they adapt very well to a world where new competencies are needed very frequently. How has Coursera adapted, and what are your students, I suppose we call them students in Coursera, what are they saying about AI? Merci Sylvain et bonne journée à tous. I apologize in advance that my intervention will be in English. I'll be pretty slow, but it's really an honor for me to be here today. For those of you not familiar, Coursera is a virtual learning platform. We support institutional development through partnerships where we deploy learning and training for workforce development at a global scale. And so we have embraced artificial intelligence not only in the training content that is available, but also in the solutions that we provide to produce more immersive learning and adaptive learning experiences. And so to respond to the question, in essence, artificial intelligence is fundamentally changing the way we learn, not just by accelerating the access, but by expanding who can participate in lifelong learning and how they do so. So at Coursera, we see AI not only as a technological innovation, but as a profound enabler of equity and opportunity, especially for communities that have historically been underserved or are facing systemic challenges. So first, AI expands the reach of learning. So whether you're someone, a young learner in Port-au-Prince or a working professional in, let's say, a remote area, AI allows us to personalize the content at scale, offering flexible learning paths and reduce the language and access barriers. So with tools like real-time translation, machine learning translation, AI-generated tutors or coachers, we can create immersive learning experiences for more people and more rapidly. And in the near future, this could include Creole. We're undertaking a project right now where a lot of this existing content, this pre-designed content, can be quickly translated into Creole through machine translation, which is embracing a lot of AI. Second, AI allows us to localize and personalize learning with agility. So we're already seeing AI help to generate adaptive quizzes, assessments, course summaries, learner support in multiple languages as well, all tailored to the pace and needs of each of the individual end users or learner. This is a breakthrough for countries that have navigated resource constraints and especially educational disparities between especially urban and rural populations. So we have undertaken that project of machine translation that I've mentioned, localizing existing pre-made content into more adaptive, scalable content, and introducing AI dubbing for multimedia. So imagine someone creates one single version of a video or a multimedia resource, and then the AI dubbing essentially not only localizes the audio, but changes the visual so that it looks like the narrator is actually speaking in the local language. So this is a one-to-many approach in ensuring quality education in a more localized, personalized manner, and in a more rapid way. We're not producing now multiple videos or multiple resources. You can create one and embrace AI to enable this expansive kind of deployment of that. So third would be the commitment to the quality of the content remaining very central to how Coursera operates. So we combine AI-driven delivery with content from world-leading universities and industry partners. This ensures that what we personalize is also rigorous, it's also job relevant, and it's globally recognized. So finally, our partnerships, for example, with AWS, with UNDP, and the entire UN ecosystem allows us to go further, building not just a library of content, but an ecosystem of learning services that support job readiness, entrepreneurship, and career mobility. This also includes cloud-based labs, certifications, role-based learning, so occupation-based learning, all aligned with real labor market demands. Great. Now, what are the students saying about this? They're telling us that the tools give them... Yeah, just tell us also, Yes.
And are you able to gauge the feedback from the students as these delivery channels are evolving? And are they what they're saying is that there's a higher degree of confidence in them pursuing learning that has been made available through AI or adapted through AI in some capacity. There's a lot more structure in the way that they're learning and a lot more relevancy in the type of content that they're consuming. So they don't feel necessarily behind in this shift in paradigm or in the digital revolution. They actually feel like they're part of it, that they're part of shaping what that revolution or that shift in paradigm looks like. Great. So putting in the context of Haiti, where resilience, creativity, and youth potential are super abundant, AI in education can really be a catalyst. And so we think about the thoughtful implementation, inclusive partnerships, and a really strong voice for the learners themselves. And I think that's what this initiative that we're pursuing is all about, and we're really proud to be a part of that dialogue today. À l'aise, créole à l'aise, comme on l'a dit ce matin. Merci Christopher. Donc, en résumé, l'IA est un levier d'égalisation, d'après ce que vous pouvez constater, que la personnalisation qui est possible grâce aux outils IA en complément des bases de cours que vous avez déjà, à travers les tuteurs virtuels, à travers la traduction automatisée, que ce soit l'audio, mais aussi l'aspect visuel, la vidéo. Et dans l'expérience de Christopher, c'est très utile pour les pays qui ont des contraintes de ressources dans l'éducation, où ça peut mettre en ligne de gros paquets de connaissances et les faire adopter par les étudiants rapidement. Merci Christopher. Monsieur le ministre a des contraintes, donc je veux lui poser une deuxième question. Et cette question nous vient de vous-même, des participants. Alors peut-être que l'auteur de la question va se reconnaître. Comment l'IA peut-elle améliorer la qualité de l'enseignement et l'expérience d'apprentissage des élèves, et en quoi l'IA peut-elle rendre l'apprentissage plus personnalisé et adapté à chaque élève? L'introduction de l'IA en classe modifie-t-elle le rôle des enseignants et des formateurs et des formatrices? Merci. Alors, j'annonce au public qu'à la fin de mon propos, je m'en vais. À 14h, je m'en vais. D'abord, entendons-nous, parce qu'il faut entendre par éducation de qualité. Quand on parle d'éducation de qualité, il faut d'abord voir l'école, la salle de classe. Et l'éducation de la qualité renvoie à l'idée qu'on projette les parents, les autorités, les agences éducatives projettent un projet d'école, construisent un projet d'école. D'abord le bâti, la salle de classe. La salle de classe doit répondre à des normes, 25-30 élèves, pas 200, 150, 25-30 élèves par salle de classe. Il y a ça. Et deuxièmement, que la classe dispose de professeurs d'enseignants qualifiés, compétents et qualifiés, que l'école dispose d'outils, d'instruments pédagogiques, de matériel didactique, d'ouvrages, que les élèves puissent avoir accès à ces ouvrages, à ces matériels didactiques, et que l'école ne soit pas une prison, un lieu carcéral, mais un lieu d'épanouissement de l'élève, du jeune. Et enfin, une éducation de qualité, c'est une éducation qui, en bout de ligne, permet aux jeunes de cheminer dans la société pour qu'ils puissent réaliser son projet de vie, son rêve de citoyen, d'entrepreneur, de président, de ministre. C'est ça, une éducation de qualité. Donc, de ce point de vue, compte tenu des lacunes que nous avons d'abord dans les approches pédagogiques, on est dans... alors, vous savez, très rapidement, je le résume, l'école haïtienne est traversée par deux perspectives pédagogiques qui remontent à la France du XVIe siècle.
l'école de Rabelais, une tête bien pleine, et l'école de Montaigne, une tête bien faite. Et pendant longtemps, l'école haïtienne a cheminé au travers de ces deux perspectives pédagogiques. L'école traditionnelle haïtienne a, pendant longtemps, je suis passé par cette école, a pendant longtemps misé sur la capacité mémorielle de l'enfant, du jeune, de l'apprenant. Non pas ses compétences, ses aptitudes, ses habiletés. Donc une éducation de qualité est une éducation qui facilite à ce que chaque élève, chaque apprenant puisse s'exprimer, se réaliser, développer son savoir dire, savoir-faire, son savoir-être. Il y a tout ça. Donc, de ce point de vue, l'intelligence artificielle peut déjà nous offrir à améliorer le système d'apprentissage, nous aider à moduler les programmes en fonction des capacités de chaque élève, des aptitudes de chaque élève, en fonction des habiletés de chaque élève. Mais l'intelligence artificielle peut aussi nous aider à, aussi paradoxalement, à harmoniser les programmes, uniformiser les programmes, en termes de finalité. Où va l'école? Parce que les programmes éducatifs, chers amis, ce sont des projets de société. On ne forme pas comme ça parce qu'on a envie de former. Combien d'ingénieurs le pays a-t-il besoin? Combien de sociologues? Combien de mathématiciens, d'entrepreneurs? Combien de banquiers? Donc on forme parce qu'on veut aller quelque part avec le pays. Il y a une étude qui a été réalisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça date déjà de plus d'une quinzaine d'années. Et dans cette étude, il a été démontré que 48% des jeunes sont âgés de 15-30 ans, 22% de 0-15 ans. Donc vous avez une masse de jeunes qui ont besoin d'avoir une place dans la société pour ne pas retrouver le chemin des gangs, qui ont besoin de se réaliser. Donc, je dis que grâce à des logiciels, des algorithmes, l'IA peut nous aider à tenir compte du rythme d'apprentissage des élèves. Parce que l'école que nous avons, c'est une prison, un milieu carcéral de coercition de l'élève qui ne facilite pas l'épanouissement du jeune, où il peut dire, quand il dit une bêtise, il est crétin. Or, il n'y a pas d'élève crétin. La pédagogie l'a montré, il n'y a pas d'élève crétin au monde. Ça n'existe pas. Il y a des lacunes, des apprentissages. Donc, l'IA peut nous aider à tenir compte du profil, des capacités de chaque élève. Et à résoudre aussi le problème de déficit, comment dirais-je, du clivage entre l'école rurale, l'école en milieu urbain. Voilà pourquoi je suis en train de travailler là actuellement pour qu'en octobre prochain, je puisse harmoniser le programme du préscolaire. Que l'enfant soit le fils d'un paysan, qu'il soit le fils d'un riche ouvrier ou d'un bourgeois, que le préscolaire soit standardisé, qu'il soit accessible à tous les enfants. Donc, là, on peut aller. L'IA peut nous aider aussi à tenir compte des forces et des faiblesses des élèves, à tenir compte aussi des capacités linguistiques. Voilà pourquoi je suis d'accord comme ministre avec les programmes de la langue créole qui est enseignée jusqu'à la terminale. Parce que c'est important, et la psychologie de l'éducation l'a clairement démontré, les enfants apprennent mieux dans leur langue maternelle. Mais attention, nous sommes entourés d'un ensemble de pays qui parlent l'anglais et l'espagnol. Tous les enfants haïtiens gagneraient mieux leur vie s'ils arrivent à parler l'anglais et l'espagnol. Donc il y a toute cette question de linguistique et l'IA peut nous aider, vous voulez, à entrer dans ce monde, à dialoguer. Et j'ai bien aimé l'intervention de Patrick Cartier. Et l'intelligence artificielle nous envoie beaucoup plus dans un monde de questionnement que de réponses. Vous voyez, et l'intelligence artificielle peut nous également aider et peut aider les enseignants à mieux revoir leurs approches pédagogiques
Parce que vous voyez, depuis déjà une vingtaine d'années, Haïti sort de la pédagogie par objectif pour entrer dans la pédagogie par compétence. Or là, maintenant, c'est un modèle hybride que nous avons. Globalement, c'est la pédagogie par objectif, peu de pédagogie par compétence. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider, peut aider les enseignants à revoir leurs approches pédagogiques, à harmoniser les approches et leur intervention vis-à-vis. Enfin, je peux dire que l'intelligence artificielle peut aussi faciliter à que chaque élève mette en relief ses potentialités, son savoir-dire, son savoir-faire, son génie. Vous voyez? Bref, en tout cas, vous me permettez de m'arrêter là parce que je dois aller prendre mes médicaments. Et je ne partirai non sans avoir remercié les organisateurs, le groupe Croissance, le ministre des Finances qui m'a encouragé et mon ami des PNUD avec qui j'ai eu une conversation. C'est très important parce que, tel que je crois comprendre la situation d'Haïti actuellement, le pays se trouve dans un carrefour irréversible. Haïti, pas tourner en arrière encore. Et c'est le fond de la bataille maintenant. Haïti, pas tourner en arrière encore. Tout groupe qui a mené là, nous voulons casser tête. Non, 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 non. Haïti doit regarder l'autre côté. Jeunes voulaient aller de l'autre côté de vie et l'école là doit accompagner. J'ai pris plaisir à être en votre compagnie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, et merci d'insister malgré votre prédicament actuel. Bon courage. Donc, Monsieur le Ministre nous a indiqué dans beaucoup de directions des applications possibles de l'intelligence artificielle, que ce soit pour de manière autonome, les élèves, mais aussi les professeurs, jusqu'aux gens qui dessinent les programmes et qui peuvent les adapter dans différentes directions. Nous n'oublions pas de toute manière que l'éducation et les contraintes de l'éducation en Haïti ne seront pas toutes résolues par l'intelligence artificielle en termes de qualité de cadre d'apprentissage. On enchaîne maintenant avec une autre question de l'audience que je vais diriger vers Patrick pour aller plus en profondeur avec la question suivante. Et donc, ça vient des participants, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Quelles compétences critiques devons-nous développer pour interagir de manière éclairée avec les systèmes d'IA? De quelle façon l'IA remet-elle en question nos certitudes et notre capacité à discerner le vrai du faux? Alors, là, on s'appuie sur votre expérience, Patrick. Vous avez testé de nombreux systèmes et vous voyez quel genre de biais d'hallucination se dessine. Donc, quelles sont les capacités? Vous avez parlé de sens critique, de logique, mais si on va plus en détail, quelles capacités nous faut-il nous préparer à avoir? Sylvain, est-ce que vous pouvez rapidement répéter la question? La question, il y a une partie que je n'ai pas bien entendue. Quelles compétences critiques devons-nous développer pour interagir de manière éclairée avec les systèmes d'intelligence artificielle? De quelle façon l'IA remet-elle en question nos certitudes et notre capacité à discerner le vrai du faux? Très bien. On avait merci. une autre question complémentaire parmi les participants, c'est par exemple, quand on a des hallucinations d'un IA, est-ce qu'on peut utiliser ces hallucinations de manière positive? Très bien. Vaste sujet. Je note, parce qu'à mon âge,
Ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'il y a 20 ans. Hein. Oui, il y a un débat depuis longtemps sur les IA génératives, sur ce qu'on appelle la transparence et l'explicabilité des IA. C'est-à-dire, lorsqu'elle vous produit une réponse, comment savez-vous que cette réponse est vraie? Comment savez-vous le déroulement de la pensée, entre guillemets, de l'IA pour qu'elle arrive à cette réponse? Mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, énormément de progrès qui ont été faits. On a aujourd'hui des techniques qui sont implémentées dans les dernières versions des IA qui permettent de transformer un problème en un ensemble de sous-problèmes, de résoudre chacun des sous-problèmes séparément. Et puis, la résolution de chacun des sous-problèmes permet de résoudre le problème global. Ils appellent ça la chaîne de pensée. C'est une chaîne de problèmes à résoudre. Et on a fait énormément de problèmes. Vous avez certainement utilisé les fonctions Deep Research, par exemple, de ChatGPT, mais pas que, hein. Tous les autres outils quasiment ont ces fonctions-là. Vous pouvez suivre à la trace tout le raisonnement qu'elle a fait. Donc, dire aujourd'hui, on l'entend souvent dire que l'IA n'est pas transparente, n'est pas explicable, etc., c'est faux. Dire qu'il y a des améliorations à faire, c'est vrai. Mais prenez un humain. Si un humain m'explique en détail le processus qu'il a suivi pour atteindre un raisonnement donné, et je parle sous le contrôle du philosophe, là, pour atteindre un raisonnement donné, qu'est-ce qui me dit que cet humain ne me ment pas non plus? Comment je peux savoir qu'il me dit la vérité? C'est le même problème. Mais pourtant, aujourd'hui, on a la capacité de distinguer un petit peu les détails, de connaître les détails du raisonnement suivi par l'IA. On peut toujours questionner, mais aujourd'hui, on a ça. Lorsqu'on parle de plagiat, le plagiat existe depuis bien avant l'IA. Et les outils de détection du plagiat existent depuis bien avant l'IA. Vous avez aujourd'hui des outils très puissants qui permettent d'aller chercher dans des millions et millions d'articles si un bout de texte que vous avez écrit a été copié de l'un de ces articles. Mais copier une IA, ce n'est pas du plagiat. Copier une IA, ChatGPT vous donne une réponse, vous copiez-collez la réponse dans un document Word et puis vous faites ce que vous voulez faire avec. Ce n'est pas du plagiat. Dans le meilleur des cas, c'est un manque d'éthique. On va vous dire, vous ne devriez pas faire ça, c'est pas bien. Utilisez votre cerveau, critiquez, etc. Mais ce n'est pas du plagiat. C'est du plagiat uniquement si dans cette réponse, il y a des morceaux de texte qui sont verbatim, copiés de documents XY se trouvant quelque part sur les réseaux. Peut-on distinguer le vrai du faux? J'ai tendance à dire que dans peu de temps, on ne pourra plus. Je peux aujourd'hui prendre une photo de Sylvain sur Facebook. À partir du moment où j'ai un échantillon de sa voix de quelques secondes, je peux faire Sylvain sur Internet dire n'importe quoi. Alors je prends Sylvain comme exemple parce qu'il est en face de moi, mais c'est vrai pour nous tous. Hein. Et franchement, il y a 6 mois, ça prenait du temps pour faire ça, même avec les outils actuels. Aujourd'hui, l'amélioration de ces outils fait qu'en 10 minutes, nous l'avons fait récemment, en 10 minutes, vous prenez une photo, vous créez un avatar, vous faites de la synchronisation labiale des lèvres, et vous, à partir d'un fichier audio, vous faites cet avatar dire ce qui est dans ce fichier audio. Donc, lorsque vous me posez la question, Sylvain, est-ce qu'on peut distinguer le vrai du faux? On peut encore aujourd'hui, évidemment, mais il faut avoir un œil et une oreille avisée. Mais probablement que dans quelques années, et je dis dans quelques années, ça évolue tellement vite que ça peut être moins que ça, j'ai tendance à penser qu'on ne pourra plus distinguer des fake news de vraies news. Aujourd'hui, vous voyez une photo, une image, vous avez des outils, des techniques qui vous permettent d'avoir une bonne idée pour savoir si ces images sont vraies ou faux. Donc, ma réponse à votre question, c'est probablement que dans quelques temps, on ne pourra plus distinguer le vrai du faux. Parce que ces outils deviennent tellement intelligents, tellement performants, tellement bons, qu'on est dans la phase de transition encore aujourd'hui où on peut avoir avec des compétences distinguer des choses, mais dans quelques temps, je ne sais pas quand, ça sera vraiment très très compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça? Vous allez être inondé de nouvelles, de tas de choses.
et vous serez incapable de savoir, nous serons incapables de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, à moins de s'adresser directement à la source qui pourra nous donner des éléments. Alors, vous avez, sur Twitter par exemple, vous avez les communities qui permettent aux gens eux-mêmes de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc vous pouvez avoir la communauté qui vous permet, c'est une solution, hein, c'est certainement pas la seule, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de labos de recherche qui se penchent aujourd'hui sur ce problème. L'autre chose, pour continuer, petite parenthèse, on parlait des émotions tout à l'heure, j'ai noté ça sur mon papier, l'université de Genève et l'université de Berne ont comparé l'intelligence émotionnelle de ChatGPT à un échantillon d'humains, et ChatGPT a obtenu un meilleur score d'intelligence émotionnelle que les humains. Ce qui veut dire que l'IA commence déjà à avoir une meilleure capacité à détecter les émotions chez un humain. Alors lorsqu'on dit que l'IA n'est pas intelligente parce que c'est une machine, parce que c'est des neurones artificiels, les neurones humains utilisent le même processus. Ce sont des signaux électriques qui se baladent de neurone en neurone. Qu'est-ce qui nous distingue de la machine, à part le matériau? Donc vous voyez, ce ne sont pas des débats qui sont évidents. Mais pour continuer à répondre à la question de Sylvain, il y a une autre chose, il y a un terme que j'ai lu sur un document du MIT qui parlait de colonialisme numérique. Et c'est extrêmement intéressant. Et ça vient du fait que les données utilisées pour entraîner les modèles, elles vont avoir un impact sur les réponses du modèle, bien évidemment. Vous avez dans la langue anglaise beaucoup plus de production de contenu que dans la langue créole, bien évidemment. Donc nécessairement, l'IA va avoir plus pour apprendre en anglais qu'en créole haïtien. Donc il va y avoir certainement des biais qui vont apparaître par rapport à ça. Et ces biais, nous, nos enfants, lorsqu'ils vont passer des heures à utiliser des outils comme ChatGPT, ils vont être d'une certaine manière victimes de ces biais. Et ce n'est pas parce qu'il y a une volonté délibérée des concepteurs de faire en sorte qu'il y ait ces biais, c'est que la réalité, c'est qu'ils ont entre les mains beaucoup plus de données d'apprentissage que dans certaines langues que dans d'autres. Quand vous avez appris l'anglais, par exemple, vous avez fait des exercices avec votre professeur dans des livres, vous avez appris, donc plus vous avez fait d'exercices, plus vous êtes devenu compétent, comme la machine. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous n'ayez plus besoin des exercices et des livres, que vous soyez capable, tout seul, en autonomie, de mener une conversation en anglais. La machine, c'est un peu la même chose. Sauf que la machine, il lui faut beaucoup plus de données que nous pour arriver à devenir compétente. Donc, vous voyez, raisonner en termes de nous comparer à la machine n'est pas une mauvaise idée parce qu'il y a énormément de similarités et il y en a de plus en plus avec le temps. Maintenant, ça nous amène à quoi? Nous, pour lutter contre ces biais, c'est nous de produire plus de contenu en créole. Plus nous produisons de contenu en créole, plus on aura de données d'entraînement pour ces systèmes, et plus on aura des systèmes intelligents pour la langue créole, culturellement, historiquement, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un élément. Et deux dernières choses que je voudrais dire, très vite, Sylvain, je vais terminer. La première chose, il y a quelque chose qui arrive là, qui est absolument à la fois incroyablement excitant, mais incroyablement effrayant. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. On est en train, pour l'instant, nous utilisons tous ChatGPT. ChatGPT est enfermé dans notre ordinateur. Il est sur le cloud. On est en train maintenant de mettre ces IA sur des robots humanoïdes qui vont ressembler de plus en plus à des humains. Est-ce que vous pensez que vos enfants préféreront travailler avec vous ou les professeurs ou avec le robot? Le robot saura beaucoup plus de choses. Les méthodes pédagogiques, il les connaîtra toutes par cœur. Et il pourra intervenir dans tous les domaines. Donc dire aujourd'hui qu'une machine ne peut pas devenir intelligente, qu'elle ne deviendra jamais intelligente comme l'humain, qu'elle n'aura jamais d'émotion, c'est quelque chose qui est très, je dirais, centré sur l'humain, mais que personne ne peut démontrer aujourd'hui. Absolument personne. Et cette affaire d'incarnation, maintenant, pour terminer là-dessus, c'est mettre ces outils sur des robots humanoïdes que vous allez avoir chez vous, à la maison, dans quelques années, puisque le premier robot est en train d'être fabriqué à moins de 3 000 $.
Donc ça devient abordable, il ne faut plus 100 000, $1 million pour acheter ces robots. On a des robots qui vont coûter quelques milliers de dollars. Celui de Tesla va coûter, je crois, $20 000 ou $10 000. On a d'autres compagnies qui sont en train d'en fabriquer à $3 000, qui vont fonctionner avec des IA génératives. Donc ça nous amène à une autre chose qui est terrifiante, c'est que si ces robots sont hackés, il n'est plus à l'intérieur de l'ordinateur, c'est comme un humain qui est devant vous, qui va mal se comporter. Donc il peut agir maintenant sur son environnement. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose de très sérieux qui est en train d'arriver aujourd'hui. Comment nous préparons-nous à ça? On parle de 5 ans. J'ose même pas dire 10 ans, je pense que c'est trop. On parle de 5 ans avant que nous soyons en mesure d'acheter un robot chez nous. Imaginez si ce robot se fait hacker. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus, sur le vrai du faux, sur l'explicabilité et la transparence des IA. Beaucoup de travail est fait là-dessus. Vous imaginez que la survie des compagnies dépend de la capacité de leurs IA à être transparente et explicable. Sinon, les gens les utiliseront de moins en moins. Voilà, je vais m'arrêter là. Et merci Patrick. Retour à Sylvain. Alors, l'heure tourne et j'aimerais saisir l'opportunité d'un panel très divers en ce qui concerne l'éducation privée, l'éducation publique, l'éducation en ligne, la formation des adultes, représentée par vous quatre, en vous demandant, comme dernière question, une question générique pour tous, qui est dans votre partie de l'écosystème de l'éducation, étant donné qu'il va falloir acquérir des compétences, développer des nouveaux paradigmes, pratiquement, demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans 2 ans, qu'est-ce que vous comptez faire dans votre secteur et votre niche de l'écosystème de l'éducation pour faire évoluer l'éducation globalement ou en Haïti pour qu'elle s'adapte et que la population haïtienne soit à même d'avoir de tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Donc je commence en ligne peut-être avec Rania. Docteur Rania, vous êtes encore avec nous? Oui. Alors, concernant cette question-là, je pense qu'il est aujourd'hui très important de se former sur donc, l'utilisation de l'IA générative. En fin de compte, et en tant qu'orthophoniste, on travaille beaucoup sur la communication. Donc, je pense qu'un des skills qu'il faut que tout le monde, une des compétences que tout le monde devrait avoir, c'est pouvoir communiquer avec l'IA générative et notamment avec l'ingénierie de prompt. Dans plusieurs pays, notamment en France, parce que j'interviens énormément là-bas, il y a à l'échelle nationale, donc que ça soit au niveau du primaire, même secondaire, au niveau des universités, un investissement énorme sur en fait cette culture d'IA générative et comment communiquer avec l'IA et les bases de l'ingénierie de prompt. Je pense que c'est un élément très très important parce que c'est vraiment le futur est aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose qui va disparaître et il faut en fait s'adapter. Sans parler vraiment d'opportunités, ça c'est sûr. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le Ministre, on ne va pas être remplacé par par l'IA, mais par une personne qui sait utiliser l'IA. Et la même chose en fait en thérapie. Cela est sûr. Après, le point de vue des adultes, je reviens un peu sur ces éléments-là, que ce soit les éducateurs, les formateurs ou les adultes qui sont en train d'utiliser donc l'IA. Et vraiment, c'est un débat. Donc, on a une grande partie qui est pour, qui est vraiment là-dedans, et une deuxième partie qui est contre totalement. Donc, il n'y a pas vraiment le milieu. Par exemple, je vous donne un exemple d'une étude qui a été publiée par l'ION en 2025, là, récemment, notamment sur des orthophonistes et leurs connaissances sur l'IA. Il y avait 69,4% des orthophonistes coréennes qui connaissaient l'IA générative, mais seulement 31% l'utilisaient en pratique.
Et ça, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose aux US, c'est la même chose aussi au Liban. Haïti, je n'ai pas malheureusement les chiffres, mais ça montre un peu cette réticence-là par manque de connaissances. D'ailleurs, les études montrent notamment que ce soit de Javed et collaborateurs en 2023 ou de Deka, le besoin de formation continue pour évaluer l'IA donc de manière critique et assurer un usage éthique qui est très important dans notre domaine. La crainte que je remarque surtout chez les thérapeutes dans le domaine paramédical, c'est le secret médical. On ne peut pas mettre les données de nos patients sur les IA génératives parce que ces données sont confidentielles et les données qu'on met sur l'IA vont nécessairement être utilisées pour améliorer les modèles ou encore utilisées en interne. Et dans notre métier, nous n'avons pas le droit de divulguer ce genre d'informations, sauf si nous avons l'accord écrit du patient. Donc, l'utilisation éthique dans les domaines médical et paramédical nécessite aussi une certaine éclairance sur et une réglementation qui évolue. D'ailleurs, la réglementation principalement européenne sur tout ce qui est RGPD avec le AI Act et tout, n'arrive pas à suivre cette évolution très rapide de l'IA. Donc ça aussi, ça craint un certain frein sur son adoption rapide et accrue. Aussi, comme M. Atier l'a mentionné il n'y a pas, donc durant la première tournée de questions, c'est que les US, principalement, ils ont une politique un peu différente, c'est-à-dire ils mettent ces IA génératifs sur le marché et après ils réglementent. Donc, alors que en Europe, ils réglementent, ensuite ils mettent sur le marché. Et c'est ce qui aussi crée ce retard aussi européen par rapport aux US et par rapport au monde. Donc, pour faire voilà, un petit récapitulatif, c'est que avoir ces compétences d'IA générative et d'ingénierie de prompt et de communication avec l'IA deviennent une nécessité qui devrait être intégrée nécessairement, donc même à très bas âge, et que ça inclut aussi l'éthique de son utilisation, les biais et les limites. Oui, l'IA peut avoir un potentiel énorme, c'est vrai. Mais soit on parle du potentiel, soit on parle des craintes. On ne parle jamais en fait du potentiel avec les limites et avec l'utilisation éthique. Et une utilisation qui est responsable aussi. D'ailleurs, il y a une étude là qui est en plein booming sur les réseaux sociaux, une étude qui a été publiée par MIT, donc, et qui dit l'utilisation de ChatGPT vous rendrait moins intelligent. Alors, malheureusement, c'est comme en fait tous les réseaux sociaux, on prend juste le titre et on ne regarde même pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette étude-là. Cela n'est pas nécessairement vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette étude-là, elle a comparé 3 groupes. Un groupe qui a utilisé l'IA générative pour la rédaction en fait d'un texte, donc d'un texte critique. Un autre groupe qui a utilisé Google et un troisième groupe qui a utilisé, donc qui n'avait pas le droit d'utiliser ni Google ni IA, qui a été juste simplement avec un papier crayon. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de voir l'activation au niveau du cerveau, avec une sorte avec un électrocéphalogramme, comment le cerveau s'active chez ces 3 groupes de personnes. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les personnes qui utilisaient en fait l'IA pour cette tâche-là, notamment ChatGPT, avaient le moins d'activation possible. En deuxième position, c'était les personnes qui utilisaient Google. Et la troisième position, c'était les personnes qui n'ont pas utilisé d'IA ni Google. Cela ne veut pas dire que l'utilisation de l'IA vous rendrait bête, comme sur les réseaux sociaux on le dit, mais tout simplement que l'activation des réseaux neuronaux serait différente et moins, ce qui est normal parce que je ne fais pas nécessairement un effort cognitif lorsque j'écris une demande toute simple, si je ne réfléchis pas, ou si je ne suis pas en train de faire un certain esprit critique sur la réponse qui est donnée par l'IA. D'ailleurs, c'est ce qui a été mis comme limite, c'est que les personnes qui ont utilisé ChatGPT avaient quasiment copié-collé la réponse du texte. Ils l'avaient pris. Ils n'avaient pas eu cet esprit critique. Et c'est ça qui est un élément très important aussi à dire à nos jeunes qu'il faut toujours avoir cet esprit critique, que ça soit envers vos patients, parce que c'est vous qui voyez le patient, et encore savoir les limites de l'IA. C'est votre réponse, ce n'est pas l'IA qui va être responsable de cette réponse-là, mais c'est vous qui allez être jugé sur cette réponse, sur ce texte, sur ce rendu, sur ce mémoire, etc. etc. Voilà. Shukran, ya Rania.
Maintenant, à Christopher, la même question. Donc, je ne veux pas la traduire. Vous l'avez, Christopher. De votre côté, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour un meilleur écosystème? Yes, merci Sylvain, and sorry again for the intervention in English. I'll be brief. But when we talk about ecosystem and an ecosystem of services, especially to support individuals stepping into a rapidly evolving workforce, it begins with access. And access essentially being a central location to all of the high quality services that are going to ultimately propel them into career preparedness and into the workforce. We think about it from the vantage point of online learning. We think about access to the high quality relevant education, the training that prepares young people not just to adapt to change, but to lead it. We think about it in the context of the current skill landscape today. The World Economic Forum released a published report earlier this year, is the Future of Jobs report, and it reminds us that nearly 4 in 10 key skills will change within the next 5 years, which is really a staggering pace when we think about the evolution and growth of the workforce. And so it means that we must act now to equip the next generation with the tools to thrive in what will become an AI-driven world. And so when we think about an ecosystem of different resources, it's not just the training on AI or the use of AI, it's also what are the softer, more human elements and skills that are equally as important in someone propelling into this type of world or phenomenon. And so in addition to digital upskilling, it's about resilience, it's about innovation, it's about emotional thinking, it's about critical thinking, it's about unlocking all of that full potential that's going to support them in their digital upskilling. So there's a lot of, if we look at the technical landscape of AI, there's obviously, we still are in the phase of building that digital literacy and building that awareness. And there's staggering variabilities of what that looks like today. But we're still, most are still at a very baseline of building that digital literacy. But prompt engineering is going to be a key focus of that type of technical training that's needed. And then with that comes all of the human components, the softer skill components to accompany that training. Again, partnerships is key to the ecosystem as well. So, we think about partnerships not just with UNDP and AWS, as I mentioned, but also global institutions and Yale, Stanford, the educational institutions, but also industry institutions that are going to help to design these programs to build key skills. And so we're doing this for AI, for data, for cloud, but to Xavier's point earlier, really focusing in on financial literacy and entrepreneurship, all of that being made accessible to learners wherever they are. So our concrete action is to ensure that the Haitian youth, again, whether in urban or rural communities, can gain the skills to not only participate in this new era, but to shape it. So whether they become ethical AI developers or tech-enabled entrepreneurs or digitally fluent public servants, we believe that's, it's through that ecosystem of partnerships, resources, personalized learning, safe spaces where they can apply that learning into practical applications, where they can continue to practice and thrive. That's where we build long-term inclusive prosperity. Thank you, Christopher. Donc, Christopher nous explique, en citant par exemple un rapport du World Economic Forum, que 4 compétences sur 10 vont changer dans les années à venir, que la formation permanente est une réalité. Une de ces capacités, une de ces compétences est l'ingénierie du prompt, qui est revenu énormément, et ça tombe bien, on a une session là-dessus dans l'heure et demie qui vient. L'engagement de Coursera, c'est d'insister sur l'accès. Donc l'accès à ces cours, que ce soit dans les communautés rurales,
que ce soit avec des langues supplémentaires, mais aussi de tirer cet accès vers les secteurs qui peut-être ils sont moins exposés naturellement dans la fonction publique, etc. Donc, nous remercions Christopher en ligne. Thank you very much. Maintenant, messieurs, rapid fire, pour conclure sur le même thème. Vous êtes actifs avec des regards très croisés et divers. Comment on fait? Bon. Concrètement. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de projet pédagogique cohérent dans l'enseignement, dans l'éducation, et on ne va pas, disons, profiter de grand-chose de l'IA. Et les intervenants d'avant ont parlé de la formation des cadres et de l'éducation afin de pouvoir maximiser ce que l'IA peut nous apporter. Je suis pour. Et l'expérience que j'ai faite dans le système sans l'IA me permet de dire si on l'avait, on ferait mieux et peut-être, disons, on ferait plus vite, bien que je suis un peu, comment dire, critique, réticent par rapport à cette économie de rapidité prônée par certains gens, mais je pense qu'on ferait mieux. Et là encore, je vais être anecdotique. Quand j'ai lancé notre école, institution scolaire Livre Ouvert, la première enseignante que j'ai embauchée, on avait deux élèves qui devraient être en première année fondamentale. Je lui ai dit, si tu expliques une notion ou bien et tu essaies d'aider à un élève à développer telle ou telle compétence et que tu rencontres des difficultés et tu as mobilisé une première stratégie, une deuxième, et en mobilisant la troisième, il faut commencer par nous faire un petit compte rendu de ta difficulté. Et même si tu penses avoir d'autres stratégies à essayer pour résoudre ta difficulté. Et j'ai fait ça parce que j'ai compris que je suis en train de lancer un projet pédagogique qui va embêter les enseignants parce qu'on va tâtonner beaucoup et par rapport au système traditionnel. Donc ça va demander du temps, mais aussi un peu d'esprit innovateur. Et j'ai dit à l'enseignant, pourquoi tu dois faire ça? C'est parce que parfois tu peux être confronté à des problèmes qui ne sont pas de tes compétences et que tu vas te frustrer parce que tu ne peux pas trouver des solutions, tu vas perdre du temps et fort souvent tu vas projeter les difficultés sur l'apprenant. Et quelques mois plus tard, la difficulté qu'elle vient nous présenter, c'était deux élèves, ou bien un, je ne me rappelle pas exactement, qui devraient écrire 21, mais qui écrivent toujours 12, et qui devraient lire B, mais qui lisent D en alphabet. Et moi-même, je ne me connais pas en enseignement primaire, j'enseigne à l'université. Je lui ai dit, bon, comme nous avons notre collègue psychologue, donc on va lui présenter le problème. Et j'ai appelé le collègue, il me dit, bon, il se peut que ce soit des cas de dyslexique, mais ce n'est pas nécessairement ça, on ne sait pas encore, je dois avoir du temps pour vérifier. J'ai appelé encore une autre amie qui est enseignante en primaire, elle me dit, il se peut aussi que ce soit un problème de motricité fine. Ça, c'est pour moi encore un gros mot, mais vous voyez, là, j'ai dû appeler plusieurs personnes juste pour voir comment on peut trouver une solution pour accompagner l'enseignante. Là, je trouve que j'avais raison de lui dire de nous informer parce que nécessairement, ce n'est pas des choses qui soient de sa compétence. Mais avec l'IA, dernièrement, j'ai une enseignante qui me présente une autre difficulté. Parce que j'enquêtais sur la situation de chacun de ses élèves. Quand elle arrive sur une fille, elle me dit, mais cette fille-là,
quand je dis de répéter, elle fait comme une machine. Elle dit, on va répéter avec Madame Intel. Elle ne répète pas directement ce que je dis de répéter, mais elle reprend toute la formule. Et puis, moi qui suis en train de faire un peu de promotion pour l'intelligence artificielle, je lui dis, eh bien, on va essayer d'écrire votre difficulté à l'intelligence artificielle pour voir ce qu'elle va nous proposer. Vous savez, en l'écrivant, je trouve plusieurs propositions d'analyse et puis ensuite plusieurs propositions et juste pour essayer de résoudre le problème. Et à partir de ce moment, je comprends. Si depuis en 2015, on avait cette opportunité d'avoir un interlocuteur direct, ça allait prendre moins de temps par rapport au fait que je devrais consulter plusieurs collègues. Je ne veux pas dire que l'apport des collègues ne sont plus d'importance, mais il y a certains problèmes qu'on pourrait résoudre, on pourrait avancer, bien, disons, en gérant le temps. L'autre problème que je pense qu'on peut résoudre avec l'IA et sur lequel je suis en train de travailler avec mes collègues, depuis 3 ans, notre réflexion était de savoir comment faire travailler nos élèves beaucoup plus, mais en faisant en sorte que nos enseignants travaillent moins en ce qui concerne la correction, parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources et nous comprenons. Avec ce qui se passe dans le monde, la génération zapping et ensuite l'insouciance aussi. Et quand on est petit, il n'y a pas beaucoup qui ont, disons, cette soif d'apprendre, la curiosité intellectuelle pour travailler beaucoup chez soi. Et notre philosophie, je le dis de manière brutale à mes collaborateurs, il nous faut faire en sorte que nous formions le salaire minimum. Qu'est-ce que je veux dire par là? Considérons que nous sommes dans une société en guerre et que, bon, c'est le cas maintenant, quand nos élèves arrivent à la maison, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas étudier, certains n'ont même pas de livres. Il nous faut faire en sorte que nous formions des citoyens, des jeunes qui puissent, disons, apprendre un métier, être utiles à eux-mêmes, à leur famille et à leur société. Maintenant, la question, c'est de savoir comment faire. Vous voyez? Donc, ici, il nous faut, en quelque sorte, maximiser autant que possible le travail à l'école pour ne pas trop projeter sur la maison. Déjà, moi-même, je suis un combattant de devoirs de maison. Je ne supporte pas. Dans ce cas, la question, c'est de savoir comment faire travailler beaucoup plus nos élèves en salle de classe, mais de manière à ce qu'on puisse réduire le travail de l'enseignant. Et progressivement, on pensait à des exercices qui pourraient faire qu'il y a des corrections automatiques et que l'enseignant puisse vérifier là où il y a des faiblesses criantes pour intervenir directement, là où il faut tout simplement demander à l'élève de reprendre parce que c'était des difficultés ou bien des problèmes d'inattention et non pas des problèmes de compréhension. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler pour voir comment l'IA peut nous permettre d'aller plus vite sur ce point. L'autre aspect que je peux souligner encore une fois dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, et je prends encore mon école comme exemple, nous sommes une école très pauvre. Déjà, nous faisons un créole, ça fait courir les gens. Ensuite, nous n'avons pas de nom dans la cité. Vous savez très bien les noms qui traditionnellement attirent les gens et que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Donc, notre école n'a pas d'administration. Et ça fait souffrir parce que nous avons des idées très intéressantes, des projets très intéressants que nous ne pouvons pas suivre. Parce qu'une partie de l'administration est gérée par l'école. Et maintenant, on comprend que l'intelligence artificielle peut nous aider à faire des suivis. Et nous pensons que la même chose, on peut aussi le faire au niveau de l'université. Je termine rapidement pour empiéter sur la question qui a été posée à Patrick concernant l'esprit critique.
Et en fait, je parle en philosophe, et l'esprit critique, c'est un gros mot. Mais quand on cherche à savoir ce que ça veut dire, on est en difficulté. C'est comme le temps. Quand on y réfléchit, on ne peut pas dire voilà vraiment la définition du temps selon saint Thomas d'Aquin. Mais on peut dire qu'il y a un kit qui pourrait aider à ce qu'on puisse vivre, ou du moins à ce que l'individu puisse exercer quelque chose qu'on pourrait appeler l'esprit critique, à ce que l'individu puisse se trouver en situation de confronter la réalité dans une perspective de distinguer le vrai d'avec le faux. Dans un premier temps, le vrai d'avec le faux, c'est d'une perspective pragmatique. C'est l'utile, parce que là, on est dans le sensible, dans la sensation. C'est l'utile. Ce qui est utile est considéré progressivement comme vrai. Mais plus tard, avec la curiosité intellectuelle, le vrai et l'utile seraient distincts. Et dans cette perspective, je comprends que le défi, c'est qu'il faut faire en sorte qu'avec l'intelligence artificielle, qu'on n'étue pas ou du moins qu'on n'étouffe pas chez l'être humain, chez nos élèves, ce que Descartes a très popularisé par sa formule géniale, à savoir le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à des humains dont on n'a pas à avoir peur, parce que si le bon sens est naturel chez les gens, donc ce bon sens va exercer en situation quand c'est nécessaire. Maintenant, le grand problème, c'est qu'en général, nous avons des pratiques pédagogiques qui tuent le bon sens chez les élèves. L'une des pratiques qui tue le bon sens pédagogique, qui tue le bon sens chez les élèves, et avec l'IA, nous sommes largement exposés à ça, c'est être toujours disponible à fournir les réponses aux problèmes auxquels sont confrontés nos élèves. Ne pas avoir assez de patience pour les aider, les laisser eux-mêmes confrontés à ces problèmes. Ça pourrait tuer chez eux le bon sens. L'autre chose, c'est en quelque sorte faciliter, nourrir la curiosité intellectuelle. C'est naturel, tous les enfants posent des questions, et les questions qu'ils nous posent, ce ne sont pas des questions auxquelles nous sommes préparés à répondre. Parce qu'en général, ce sont des questions fondamentales, donc ce n'est pas des questions par lesquelles on répond par oui ou par non, et toutes les réponses que nous apportons sont sujets à la critique. Maintenant, quand nous imposons des réponses, et que ça va créer des problèmes. Maintenant, avec l'IA, un professeur qui lui-même est critique, on peut aider l'enfant à partir de l'IA à voir les différentes facettes d'une question. Une question est posée, je propose un scénario pareil, l'enfant va utiliser l'IA, il va trouver une réponse, et qu'on peut dire à l'enfant, demander à l'IA de te donner une réponse possible, une troisième réponse possible. Et maintenant, nous avons un matériau de 3 réponses, et que maintenant on dit passons sur autre plan, quittons l'IA. Maintenant on va analyser ces réponses. Lequel de ces réponses vous paraissent beaucoup plus intéressantes, ou bien laquelle de ces réponses préférez-vous? Et la question ouverte, pourquoi vous préférez telle réponse et telle autre réponse, ça vous permet de donner la parole à l'apprenant, et ça va nous permettre d'avancer. Donc, développement de la curiosité intellectuelle, ne pas étouffer le bon sens, mais autre chose, créer aussi une envie ou bien l'esprit d'émulation entre l'élève et l'IA pourrait aussi aider à développer l'esprit critique, dans la mesure où nous sommes des gens qui aiment être en compétition. Quand un élève corrige son camarade, puisque nous développons déjà malheureusement cet esprit de correction, c'est juste pour lui dire que je suis mieux que toi. Eh bien, maintenant, on peut aussi aider l'élève à développer cette envie de montrer à l'IA qu'il peut mieux répondre que lui. Cette stratégie,
Je te pose une question, tu réponds, et maintenant, on va voir si l'IA ne répond pas mieux que toi. Et progressivement, on peut montrer à l'élève qu'il est en train de progresser. Et je termine sur ça. Et ça, c'est le grand risque. Le grand risque qu'on a avec l'IA, la rapidité, et disons, mais aussi l'efficacité, pourrait faire qu'il y a une chose que nous continuons à négliger ou et au profit d'une autre chose. C'est que nous avons un système qui fait éloge beaucoup de l'intelligence des élèves intelligents, mais qui ne valorise pas assez l'effort, qui ne met pas l'accent sur l'effort. Avec l'intelligence artificielle, on risque de continuer à valoriser l'intelligence et ne pas considérer l'effort. Or, selon notre compréhension et ce que nous savons maintenant sur les systèmes, un enseignant qui prend du temps, que l'élève est échoué dans un exercice ou bien dans un travail, ou bien que l'élève remporte un très gros score, qui prend le temps de décrire le chemin par où l'élève est passé pour parvenir à tel résultat, en lui disant « tu as fait beaucoup d'efforts pour obtenir 9 sur 10 et non pas tu es intelligent », cet enseignant motive l'élève beaucoup plus à aller vers l'avant. La même chose pour l'élève qui a obtenu par exemple 2 sur 10 et qui obtient maintenant 4 sur 10, l'enseignant qui montre à l'élève qu'il progresse à 100% par rapport à avant-hier, cet enseignant apporte beaucoup plus à cet élève. Et quand on compare l'élève qui part de 2 qui arrive vers 4 et l'élève qui part de 13 pour arriver vers 18, il faudrait dire que l'élève qui part de D sait investir beaucoup plus parce qu'il y a une potentialité qu'il n'avait pas avant. Donc, avec des reculs et utilisant l'intelligence artificielle pour promouvoir tout ça, on peut aller très loin. Merci. Merci, Dr Cadix. Patrick, un mot de la fin très court? Oui. Je crois que le docteur Calix a tout dit. Je vais juste rebondir sur une ou deux choses. On va parler d'IA toute la journée. Je crois qu'en termes de décision, il n'y a plus de temps pour tergiverser. S'il y a des décisions à prendre pour intégrer l'IA dans l'éducation, dans les différents secteurs, on a parlé tout à l'heure de prompt engineering, plusieurs personnes l'ont dit, la nécessité de développer ces compétences qui ne sont pas techniques, donc en ingénierie du prompt. Si on estime qu'il faut le faire vite maintenant, mettre en place les politiques qu'il faut, travailler avec les universités, le secteur privé, les organisations internationales, les bailleurs, pour pouvoir mettre en place au plus vite ces politiques. Est-ce qu'on peut former dans les 12 prochains mois 3, 4, 5 000 personnes en prompt engineering? Est-ce que c'est possible? Est-ce que 5 000 c'est trop, mais plutôt 2 000? Ou est-ce qu'on peut en former 10 000? Ces réflexions, on doit les faire le plus vite possible. L'adoption de l'IA, pour nous, chaque fois qu'on a fait une formation, on n'a pas eu beaucoup à travailler pour convaincre les gens qui ont suivi la formation de l'utilité de l'IA et de la nécessité de l'adopter. Donc ce n'est pas un énorme problème. Dès que les gens sont formés, ils en ont moins peur et ils trouvent eux-mêmes des solutions pour les problèmes qu'ils ont dans leur milieu professionnel et autres. L'esprit critique, effectivement, l'IA peut être utilisée pour développer l'esprit critique des enfants. Claude, vous connaissez le modèle qui s'appelle Claude, développé par Anthropic, une compagnie qui s'appelle Anthropic. Ils ont développé une plateforme où l'IA ne répond plus directement aux questions posées par les enfants, mais elle lui pose d'autres questions pour amener l'enfant à trouver lui-même la réponse à sa question. Mais ça, on peut le faire nous-mêmes avec du prompt engineering. On peut développer ces choses-là avec du prompt engineering. Et la dernière chose, qui est une question qu'on doit se poser aussi, pourquoi l'intégration, pourquoi l'apparition des ordinateurs, de l'Internet, enfin des micro-ordinateurs, de l'Internet, des smartphones, et cet accès à tous ces contenus que nous avons tous? Pourquoi on n'a pas obtenu les résultats escomptés? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus développé intellectuellement et en termes de compétences qu'on ne l'est aujourd'hui réellement, malgré qu'on ait eu toutes ces révolutions? Si on n'y réfléchit pas, on risque de faire les mêmes erreurs avec l'IA. Et dans 10 ans, de se dire, mais c'est décevant comme résultat.
Donc voilà, donc je pense que ces questions, on doit se les poser pour éviter de refaire les mêmes erreurs pour toutes les mesures et décisions que nous allons prendre à l'avenir. Nous travaillons sur la formation. Tu posais la question tout à l'heure, Sylvain. On travaille sur la formation depuis 3 ans. On a développé des cours, des formations sur le prompt engineering, sur les concepts, le vocabulaire des IA génératives, des cours thématiques sur la recherche, on en parlait tout à l'heure, des cours sur la cybersécurité. Donc on a 3-4 cours thématiques que nous avons développés. Donc nous, on travaille là-dessus, on essaie de les enseigner. Monsieur Calix a été un de nos élèves, entre guillemets. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, nous, on est dans ce secteur et on espère pouvoir apporter notre petite brique à l'édifice. Voilà. Alors, grand merci à Patrick, au docteur Calix, à Christopher et à Rania en ligne, et bien sûr au ministre de l'Éducation pour avoir rejoint ce panel un peu complexe, mais qui est extrêmement utile. Donc merci messieurs, beaucoup d'applaudissements pour eux et pour nos collègues en ligne. Alors maintenant on enchaîne vraiment tout de suite avec le côté très pratique. Ça va se passer dans cette salle pour un atelier spécifique pour l'application de l'IA à l'éducation. Dans la salle Bambou pour l'IA et l'entrepreneurship. Dans la salle 4LIA en vert à l'extérieur pour une introduction au prompt engineering dont on a beaucoup parlé. Et dans Ginger, un thème dont on n'a pas parlé aujourd'hui, toutes les questions des risques de l'IA pour ce qui concerne la protection des données, la vie privée, les hallucinations et d'autres risques. Donc je vous engage à attraper un café et une collation en chemin, mais vraiment d'aller profiter de ces ateliers parce qu'ils sont organisés par des spécialistes et c'est extrêmement intéressant. Moi-même, j'y vais de ce pas.